Salut à tous, la suite avec Gazprom, donc cette équipe issue de Conti Pro. Précédemment à l'épisode 1, il s'était passé des choses qui étaient plutôt surprenantes. J'avais donc j'avais voulu prendre une équipe qui honnêtement avait un petit budget, des coureurs Zakharin, Kreuziger ou Czernetsky qui sont pas forcément exceptionnels, et puis on avait simulé très massivement pour essayer de se retrouver au premier mercato pour voir s'il n'y avait pas moyen d'améliorer un petit peu cette équipe. Et c'est ce que j'avais fait au premier mercato. J'étais allé chercher Alexei Lutsenko en misant sur une relative mésentente vis-à-vis d'Astana, et finalement une Gazprom qui récupère les pots cassés et qui récupère notamment Lutsenko. On avait signé Lutsenko pour un prix relativement satisfaisant, je trouve. On avait utilisé une bonne partie de notre budget à ce moment-là. Et ensuite, j'avais repéré ce petit russe, Biryukov, qui était plutôt pas mal et peu exigeant financièrement, pour le signer ensuite sur un salaire assez modeste et sur une période relativement longue. On avait pris Moscon, on avait pris Michael Gogol, on avait pris Alessandro Covi notamment, et aussi ce petit coureur slovène Kuk Gal. Alors ça c'est quand même marrant. Gal Kuk, pardon d'ailleurs, si on doit y aller par nom et prénom. En fait je sais même pas quel est le nom et quel est le prénom, c'est un régène. C'est amusant. Et puis après avoir passé notre temps au mois d'août, septembre, octobre à végéter autour de la 25e, 28e place prévisionnelle au niveau du classement des indices, l'immense surprise avait été de se retrouver 19e au 20 octobre, aussi au 2 novembre, forcément. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était retrouvé in extremis promu en World Tour, ce qui n'était absolument pas dans mes plans. Je pensais faire une année supplémentaire en Conti Pro. Il faut croire que d'autres équipes sont descendues, notamment Intermarché ou Antigobert, etc. Ce qui fait qu'on a pris leur place en World Tour, et on s'est retrouvé comme ça avec une équipe de 15 coureurs seulement, à devoir assumer l'intégralité du calendrier World Tour, ce qui n'est, sur le plan de la planification, je vous le promets, pas une sinécure. Néanmoins, le challenge est intéressant. En plus, 15 coureurs, c'est pile ce qu'il faut. En dessous de 15, on n'est même pas en capacité de planifier. La saison suivante, évidemment, mes contrats signés là sont encore valables. Et il y a encore de la marge, on va le voir juste après. Si on performe pas mal, il y a encore moyen d'obtenir du budget pour recruter 2 ou 3 coureurs qui peuvent être intéressants pour nous faire franchir un palier. J'avais planifié donc au plus serré, vraiment au plus serré, en ciblant les objectifs sponsors et en faisant fi du reste, parce qu'on n'était absolument pas capable d'être performant partout. On est juste capable de cibler certaines épreuves, à l'image de ce que je vais vous montrer dans cet épisode-là. Et on ira jusqu'au Tour des Flandres. Ici, vous voyez qu'après, il y a le Giro, après les Ardennaises, et puis après, on est sur un Tour de France où j'aligne ma meilleure équipe avec des objectifs qui sont assez tenables, puisqu'on nous demande du top 10 ou des victoires d'étape suivant la nature des épreuves. Donc c'est encore assez faisable. Je vous avais montré le Omloop and Newsblad où on avait existé top 10, avec cette petite scène rigolote où Van Aert lève les bras et finalement se fait coiffer au poteau par Garcia Cortina. Ensuite, c'est un très grand Thomas Pidcock qui s'était imposé sur les Strade Bianche avant que la team Gazprom ne nous fasse bien plaisir sur Tirreno, où Moscon est allé chercher un top 5 sur le classement général et où on a pris 2 étapes. Donc c'était assez splendide. En tout cas, j'ai eu là des émotions que je n'ai eu ni avec Bora Hansgrohe, ni avec De Koning Quickstep. Et on aborde Milano San Remo. Alors là encore, le top 10 est demandé par le sponsor. Top 10 tout à fait gérable, pour peu
qu'on aborde le podge dans les meilleures conditions et qu'on choisisse aussi le bon cheval. Hein. Vous voyez que j'ai mes pics qui commencent à arriver pour certains et qui sont déjà là pour d'autres. Le gratin de tout ce qu'on peut imaginer est présent, à l'exception d'Alaphilippe, sur ce Milan-San Remo. Et on se retrouve avec un mauvais goggle au niveau de la forme du jour. Lutsenko à 0, ça va, je prends. Et par contre, Moscone à -3, ce qui veut dire qu'en fait, notre seule vraie chance qui est possible à envisager, c'est celle de Lutsenko. Il n'y a pas d'autre possibilité ici, parce que -3 ou -4, c'est un petit peu trop rédhibitoire pour les autres. Mon projet ici, avec Gazprom, c'est, certes, j'ai fait appel à certains étrangers pour venir augmenter le niveau global de l'équipe, mais ensuite, c'est quand même un projet, on va dire, slave au minimum, voire même russe, et j'ai créé une équipe de développement, et je compte bien promouvoir des jeunes de l'équipe de développement. Ils sont tous russes, et j'ai quelques pépites, ou quelques pépites potentielles, hein. Donc attention, nous sommes dans la Cipressa, et on tient bien le coup. Petit moment sympathique. Attaque de Cobra. Et il veut passer sur YouTube, celui-là. Hashtag Cobra. Et donc, positionnement, voilà, hein, tranquille, on n'est pas en difficulté du tout. Maintenant, il s'agit de basculer convenablement, et c'est chose faite, vers le Poggio. Alors là, effectivement, je suis avec une équipe très faible, comparé au cadre absolu du peloton. Je ne vais donc pas me gêner pour appliquer une stratégie très agressive et très orientée avec Lutsenko, que vous voyez placé en dernière position du train Gazprom. Gogol, Kovi, Biryukov vont être amenés à faire le boulot dans un premier temps. Gogol va bientôt s'écarter parce qu'il a déjà beaucoup donné à ce stade-là. Déjà en rapport avec sa forme du jour, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est au petit Kovi de jouer un bon rôle. Voilà, ici. Et Biryukov va être chargé de la suite, avec ici une petite feinte de Gazprom. On rabat Kovi Biryukov dans des roues, et on laisse, hop là, le petit écran sur Van Aert, champ libre à Lutsenko pour attaquer dans la descente. J'aime bien l'attaque dans la descente. Alors, on se rapprocherait un tout petit peu d'une attaque Stuyvenesque, mais non, c'est bel et bien différent. Derrière, ça a du mal à s'entendre. Lutsenko prend de l'avance, mais elle se réduit, regardez. On est à 10 secondes, il faut sprinter. On a géré notre barre à la fin, en fait. Et ça se passe pas si mal avec Thomas Pidcock, en fait, qui revenait très très fort ici, avant que les sprinters ne s'expliquent. Demar, Nizzolo, Ackermann, Iwan, notamment, sont venus compléter le top 10. Et Lutsenko vient comme ça prendre Milan-San Remo. Alors, après la victoire d'étape qu'il avait eue sur Tirreno, venir comme ça prendre la victoire à San Remo permet d'avoir un très gros moral et d'aborder la suite de très bonne façon. Je sais très bien que vu la manière dont j'ai prévu mes pics, là, je n'aurai pas le pic sur Liège. En revanche, je l'aurai probablement sur l'Amstel et peut-être sur la Flèche, ainsi que sur le Tour des Flandres. Donc le projet pour Lutsenko, c'est celui-là. Alors que pour Moscone et Gogol, c'est un petit peu avancé par rapport à Lutsenko. C'est-à-dire que Moscone et Gogol sont plutôt chargés d'avoir leur pic peut-être déjà dès le GPE3 si possible, mais c'est pas garanti là encore. On va voir comment les choses se présentent. Sur le 3, vous voyez, on a plutôt envie de jouer la carte de Gianni Moscone, en fait, hein, parce que même si Lutsenko est capable et polyvalent, Moscone en plus sous pic de forme, donc ça peut se tenter. Le GP de l'E3, mine de rien, est une course difficile, avec ce final-là, qui n'est pas tout à fait favorable à un non-sprinter ou
à quelqu'un qui n'est pas un mutant de la trempe de Casper Asgreen, entre autres. Oui, parce qu'il y a Vanderpool, il y a Van Aert, qui sont dans un monde à part, et puis derrière, il y a Asgreen, qui est aussi, à sa manière, dans un monde à part. Et derrière, par contre, pour arriver à les taper, il faut se lever de bonne heure. De bonne heure, d'autant plus que Moscone ne prend que plus 2 de forme du jour, donc la préparation n'a pas été récompensée. Ici, aléatoirement par le jeu, Tchernetsky ne peut avoir qu'un rôle de protecteur. Hein. C'est un coureur intéressant, mais pas sur ce contexte-là. Lutsenko à 0, à la limite, me direz-vous. Gogol à plus 3. Vous avez vu Mats Pedersen qui est échappé. C'est assez intéressant, parce que j'ai du mal à voir comment on peut donner un bon de sortie à Mats Pedersen, mais il est allé se le chercher à la loyale dans la course. Le résumé est volontairement plus court que ce que j'ai déjà pu faire. Hein. C'est un choix de format que je fais là pour cette carrière avec Gazprom, que de réduire un petit peu les résumés. Il n'y a que si quelque chose s'avérait exceptionnel à montrer que je ferais quelque chose de plus long. Nota bene, j'ai décalé Paris-Roubaix au 3 octobre, comme je l'ai déjà fait dans la partie avec Bora Hansgrohe. Voilà, c'est comme ça. Et on aborde ici l'enchaînement Paterberg et Vieux-Coarmont, parce qu'on sait qu'ici, sur le GP de l'E3, c'est fait dans le sens contraire de celui du Tour des Flandres. Très jolie carte, hein, au passage. La carte ici utilisée est magnifique. Elle est très très bien décorée. Regardez les petits tournants, les méandres du Vieux-Coarmont, mais tout comme ceux auparavant du Paterberg, hein, sont très 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 bien fichus. Donc c'est assez agréable à jouer. Et Vanderpool qui part. Vanderpool qui s'en va. Je perçois Wout van Aert avec son joli maillot de champion de Belgique, qui est également dans le groupe des poursuivants. Et nous, on est présents. On est présents, mais il nous en reste plus beaucoup sous la pédale. Donc, on va voir. Je roule modérément, on va dire, avec Gogol. Les plus forts sont dans le groupe. Oui, Gazprom qui mène le groupe des favoris sur le GP de l'E3 2022. On est en pleine science-fiction, hein, mais ça s'appelle un jeu vidéo. Donc, ça attaque. Et là, c'est vrai que ce sont des séquences sur lesquelles je suis dans l'embarras, parce que, honnêtement, comment faire face à ce type de comportement avec des coureurs infiniment supérieurs à Moscone, à Lutsenko, et notamment dans leurs caractéristiques d'accélération ou de sprint. C'est très difficile. C'est très très difficile. Alors, on s'épuise un petit peu à essayer de résister, mais forcément, à un moment donné, il y en a une qui est la bonne, et on ne peut pas répliquer. L'idéal, en fait, sur ces séquences-là, quand on a ces coureurs-là, c'est d'arriver à bien se mettre en tête qu'on n'a qu'une seule cartouche, et à miser sur des regroupements suite à des attaques qui font coup d'épée dans l'eau. Et le problème, c'est que si on fait ça, on fait un pari à l'aveugle sur le fait que finalement un groupe de 3 s'en aille et qu'on soit absolument pas invité. Et là, en l'occurrence, Moscone n'a pas été en mesure de suivre Vanderpool, donc bien embêtant. Il y a aussi Dylan Van Baarle qui est avec Vanderpool à l'avant. Ce groupe de 2 semble bien parti. Il semble très très bien parti, avec un peu plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants emmené par Casper Asgreen. C'est peut-être encore jouable pour le deuxième groupe, mais ce sera quand même bien difficile, on se dit à ce moment-là. Et Vanderpool, un peu comme en défaillance, ça sprint assez violemment, et Vanderpool va se faire reprendre haut la main par Van Aert, qui va se venger de ce qu'on avait vu précédemment dans une image de l'épisode 1. Van Aert vient comme ça magnifiquement s'imposer au nez et à la barbe de Vanderpool. Et nous, on a été bien incapable de faire autre chose que sauver le top 10. Ce qui était l'objectif du sponsor, c'était top 10. Ça va être ça en fait sur toutes les classiques.
Et il n'y a que sur les grands tours où on va nous demander des victoires d'étape en fait. Voilà, victoire d'étape. Mais elle est belle, hein, celle-là pour Van Aert. Hein. Moi, je la trouve magnifique. Voilà, le podium. Van Aert qui... honnêtement, je pensais pas que Van Der Poel allait caler à ce moment-là. Puis alors, bonjour l'accélération prodigieuse de Wout. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, que dire? Sinon que le top 10 est sublime. Quand on voit Asgreen qui se fait complètement posséder, qui fait 10e, on se dit que vraiment il n'y a pas de honte à faire 9e. Et c'est assez plaisant quand même à jouer, je trouve, parce que hormis Gogol, Lutsenko et Moscon, l'équipe est très faible en pavé, hein, puisque le coureur suivant, il a 66. C'est Biryukov, c'est le petit russe. Je sais pas si c'est un régène d'ailleurs, mais en tout cas, c'est Biryukov. Je le connais pas, j'avoue. Si certains dans les commentaires connaissent le petit Biryukov, Kirill, ne vous gênez pas. Moi, je ne le connais pas. Gant-Wevelgem, pourquoi? Ça n'est pas un objectif sponsor. C'est a priori plutôt pour les sprinters. Mais vu la config de Gant-Wevelgem 2021 dans le jeu, je me dis que finalement, on a toutes nos chances. Que ce soit Lutsenko ou Moscon, on a toutes les chances de partir dans un groupe de 2 ou 3 et de terminer les choses à la toute fin. Donc ça me donne envie de le jouer en fait. Voir également quelles peuvent être l'attitude de très fortes équipes sur les zones devant. On voit par exemple ici Sam Bennett qui est ultra mal placé, quoi. Il est ultra mal placé. Peter Sagan aussi redescend un petit peu trop bas, je trouve, dans le peloton. C'est étonnant. C'est étonnant de voir parfois certaines choses. Après, il n'y a que 23 km/h de vent dans la zone de vent. On n'est pas à 40 non plus. Hein. On a déjà vu du 40, du 45 sur ces endroits-là. Là, c'est que 25. Vous voyez ici, par contre, ça s'intensifie sur la toute fin du secteur avec un vent à 40 km/h qui provoque déjà plus quelques cassures. Il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs à ce moment-là dans le groupe des favoris. Donc déjà, on se rapproche de ce à quoi on s'attendait. À savoir une petite explosion, le vent se calme, nous traversons ici les monts traditionnels vers, on va dire, les 3/5e de Gant-Wevelgem. Je me positionne juste dans le Kemmelberg, pas besoin d'en faire trop, aucun besoin d'en faire trop, mais il y a déjà une immense réduction du groupe à l'avant. Hein, vous pouvez constater que quand on est à 60 bornes de l'arrivée, on n'a même pas fini on n'a pas fait le deuxième passage au Mont Kemmel, hein, et on se retrouve déjà avec seulement une trentaine de coureurs, et puis alors derrière c'est la ramasse, hein. Les mecs sont à plus de 2 minutes et tout ça, hein. D'ailleurs, l'échappée pourrait posséder une petite chance. À voir quel comportement derrière. C'est ce qui me décide un peu à rouler en fait avec Michael Gogol. C'est de voir que peut-être l'échappée pourrait constituer un danger alors qu'une chance s'offre à nous en fait. Bon après quand tu vois l'état des mecs dans l'échappée, ça te donne pas non plus des sueurs froides. Parce qu'ils sont quand même au bord de la rupture tous. Il y a une zone de vent qui arrive. Si on laisse faire un peu le boulot à certains, ils vont nous ramener. Voilà, on est en train d'en reprendre une certaine partie, moins de 40 secondes. Gros boulot de Michael Gogol, hein. Franchement là, Gogol, je le regrette pas. De toute façon, c'est un moteur lui, hein. Et il me plaît bien. Donc, c'est parti pour les offensives des uns et des autres. On aperçoit notamment Tige Benoît. C'est en fin de contrat, hein, cette année. Je dis ça, je dis rien, hein. Fin de contrat là dans la partie en 2022. Hein. Tige Benoît, donc, qui faisait partie des attaquants avec Van Avermaet, notamment. Le groupe toujours réduit, une douzaine de kilomètres restants. Il faut choisir des roues en fait. Il faut choisir des roues et éventuellement tenter sa chance en espérant que 2 ou 3 mecs vont nous suivre et vont enclencher la manœuvre et qu'on arrivera à l'arrivée
à récupérer l'affaire. Bon, ce ne sera pas pour cette fois. Du coup, contre de Lutsenko. Allez, Alexei Lutsenko, peut-être sur la voie d'une vraie performance. Mouais. Tuns et Polite. Est-ce que c'est bien ? Ce qui est pas bien, c'est que le peloton revient. Du coup, ça me donne envie de retenter quelque chose avec Gianni Moscon. Là, on pourrait rabattre bientôt Lutsenko. Voilà, on le calme. Et Moscon tente une contre-attaque. Voilà. Là, on pourrait bientôt aboutir, en fait, sur ce genre de scénario. Moscon Polite, c'est bien costaud tout ça, il faut rouler. Il faut rouler fort. On est à 3 km, de l'arrivée. En plus, Polite sprint, ça me va tout à fait, ça. Parce qu'il va maintenir l'écart. Et là, il s'arrête, Polite. Ah là là, dommage. S'il avait continué, c'était idéal pour nous. Moscon sera un peu court. Quelqu'un qui surgit alors qu'il n'a pas donné le moindre coup de pédale, c'est Nizzolo. Nizzolo qui s'impose, j'ai envie de dire, comme un voleur en fait là-dessus. Parce que il n'a rien fait d'autre que suivre. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est un sprinter. Hein. Il n'a rien fait d'autre que... On n'a pas réussi à s'en débarrasser. Il n'a fait que suivre. Et par contre, il récolte les marrons du feu. Très belle victoire pour Nizzolo sur Gand-Wevelgem. Et nous, on est content de prendre une 5e place parce qu'elle est synonyme de bon moral pour Gianni Moscon de prendre encore une fois une jolie perf sur ce printemps 2022. Voilà. On continue ensuite en regardant d'un œil quels peuvent être les objectifs. Le prochain, évidemment, c'est top 10 sur le Tour des Flandres. Bon, très bien. Top 10 sur le Tour des Flandres, je pense pouvoir y arriver. Mais avant, on va quand même aller jouer ce à travers la Flandre. Voir un petit peu en fonction du plateau ce qui peut être obtenable. Et donc, pourquoi ? Parce que Lutsenko, il a eu sa victoire sur Tirreno et à Milan-San Remo, enfin sur Tirreno, une étape, et sur Milan-San Remo. Moscon a pris une étape sur Tirreno également. J'aimerais bien rééquilibrer un petit peu les compteurs et encore bénéficier d'un moral encore plus fort, je dirais, au moment d'aborder le Tour des Flandres. Donc vous l'avez compris, je vise la performance sur ce Dwars door Vlaanderen. Et c'est faisable, hein, malgré le plateau. Parce que bon, ok, il y a de très très gros coureurs. Presque tous les meilleurs sont présents ici. Donc d'ailleurs, au passage, on notera que depuis la version 1.0.3.2 de ce jeu, les start lists, ce que d'autres appellent les IA rosters, sont vraiment bons. Il n'y a pas de problème. De même que les planifs de l'IA qui sont beaucoup plus corrects et qui ne nous font pas sauter au plafond. Donc c'est parfait. Le jeu est infiniment plus jouable désormais qu'il ne l'était au tout début. Au tout début. Voilà. Nous sommes ici avec Gianni Moscon à +3. Gogol, pas chanceux quand même. Hein. Vous admettrez que se retrouver à -3, franchement, c'était spécialement malchanceux ici. Allez, Lutsenko qui a chuté. C'est pas forcément une bonne opération parce que on aurait pu au minimum compter sur Alexei Lutsenko pour donner un coup de main à Gianni Moscon, mais avec cette chute, il n'est pas dit qu'il arrive vraiment à rentrer. Le champion du monde en titre, là, dans cette partie, c'est Alexander Kristoff. C'est rigolo, hein. C'est lui qui s'est imposé sur le tracé que vous connaissez pour 2021. Là. Michael Gogol, lui aussi victime d'une forme de coup du sort, ce qui fait que Gianni Moscon est tout seul, sauf si on arrive à reprendre. Vous voyez, sur la réaccélération, j'ai perdu Gogol très très bêtement. Lutsenko est quand même parvenu à prendre la roue de Moscon. On va pouvoir lui demander un petit peu de protection dans peu de temps. Allez,
On ne s'affole pas. Ça va forcément attaquer. Ou en plus, il y a Pidcock et son tempérament très très offensif. Casper Asgreen est également là. Mathieu Van Der Poel, attention à lui. Bref, ça s'est décanté. Nous sommes à 45 km de l'arrivée. ID Schelling se signale. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur l'homme de tête? Oui, bien sûr, bien sûr. Vieux Quarmont. On va protéger, évidemment, Gianni Moscon a compris. Aujourd'hui, ce sera Moscon ou rien. Accélération ici de Dylan Van Baarle. Se méfier de Dylan Van Baarle, qui est vraiment très bon. Très bon, très bon. À tel point qu'il a repris d'ailleurs l'échappée. Gianni Moscon, ouf, se retrouve en sortie de Vieux Quarmont, pas trop mal. Le Paterberg donne lieu, mine de rien, à une très très jolie accélération de ce coureur auquel on ne s'attendait absolument pas, mais qu'on va essayer de reprendre tout de suite. Bon, d'ailleurs, on n'est pas que les seuls à vouloir essayer sur ce coup-là, mais il a l'air bien en canne. Il a l'air bien en canne Hulgaard. Du coup, ce serait Hulgaard si on le prononçait comme Vingegaard. Je sais pas, on s'en fiche en fait. Et donc, Moscon, toujours dans le coup, yes. Allez, c'est faisable, c'est faisable. Au moment où Dylan Van Baarle en plante une. Aïe. Oh, ça fait mal ça, parce que regardez la non-réaction de mes compagnons. J'allais dire d'échapper, non, mais des autres prétendants à la victoire, on va dire. Les autres n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ce qui fait qu'au moment où Daniel Hulgaard attaque, je me dis, c'est peut-être une opportunité à saisir ça. Allez, on va y aller, on va essayer de le rattraper, parce que peut-être qu'à deux, on peut arriver à faire le boulot sur Dylan Van Baarle, puis ça peut aussi exciter les autres, c'est à double tranchant. Tiens, c'est le cas, avec Van Der Poel, qui se met évidemment à accélérer. Donc on se dit, yes, merci les gars. Merci le jeu, ça donne vraiment pas l'impression de jouer seul contre tous, quoi. Enfin, tous qui s'entendent. Ouais, non, parce qu'après ça s'arrête, vous voyez, il a trop donné Van Der Poel. Du coup, je repars avec Moscon, et là, c'est le moment où on donne tout pour essayer de reprendre Dylan Van Baarle. Donc en fait, contre-attaque de Moscon par rapport à l'offensive précédente de Van Der Poel, qui a terminé rincé. Hulgaard mène le peloton des poursuivants, et là je me dis il faut essayer de le terminer. Il faut essayer de le terminer, ce Dylan Van Baarle. On va accélérer, essayer de le lâcher dans le Kreuzberg pour voir si ça réagit. Résultat, ça réagit pas beaucoup. 30 secondes d'avance sur la ligne. C'est une victoire de Gianni Moscon sur À travers la Flandre. J'ai bien aimé la façon dont elle a été acquise, parce qu'elle n'était pas forcément gagnée. Ah oui, Anthony Turgis qui fait 3, bravo. Bravo. Livins est présent, Sénéchal également, et les 3 grands battus du jour, Asgreen, Lampart, Van Der Poel. Donc c'est pas trop mal quand même d'avoir battu ces mecs-là, même si j'ai trouvé qu'ils tiraient un peu la langue à des moments. Peut-être c'était pas trop leur objectif, non? Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être plutôt le Tour des Flandres pour ces 3 gars. Mais voilà. On n'a pas vu non plus Van Aert. On remarquera, Wout Van Aert, pas aligné. Peter Sagan, pas aligné. Ça prépare le Ronde, tout ça. Ça prépare le Tour des Flandres. Et donc, c'est tout ce que je vais vous proposer maintenant. Le Tour des Flandres pour conclure cet épisode 2, où l'on a forcément la salive là. Forcément, on se dit peut-être quelque chose de faisable en vérité. Tout va dépendre en vérité de la start list. Donc, elle est parfaite. Quand on voit les noms, on voit que Stuyven n'est que le 8e favori. Ça vous pose déjà un petit peu les conditions du truc. Ok. Et puis par contre, grosse joie,
immense satisfaction d'avoir de vraies belles formes du jour, avec 4 pour Gogol, 4 pour Moscon et 3 pour Lutsenko. Donc le bonus de notes est assez conséquent. Je vous parlais d'Alexander Kristoff, champion du monde en titre. Il est apparemment relégué chez Astana, qu'il a recruté, de même que Peter Sagan. Kristoff et Sagan sont chez Astana, première tech. Il est, semble-t-il, un lieutenant de Peter Sagan. En tout cas, c'est comme ça qu'il est utilisé sur les courses, et non pas comme leader, Alexander Kristoff. Et c'est un truc que j'ai remarqué, en fait, à plusieurs moments des classiques que j'ai disputés avec cette équipe. Allez, on essaye de s'accrocher. Quelle carte est la meilleure? Honnêtement, sur le Tour des Flandres, certes, la note d'accélération va avoir à un moment donné un rôle, notamment, vous savez, quand il y a les attaques en sortie de Paterberg, les relances là, ou bien les attaques dans le final de monstres atomiques comme peuvent l'être Van Der Poel ou Wout van Aert. Donc, si cette note-là joue un rôle, je pense que ce qui quand même prend le dessus sur tout le reste, c'est la note de pavé, la note de plaine et la note, à certains moments, de vallon. Pour moi, vous ajoutez à ça la note d'endurance et évidemment et de résistance. Et vous avez les 5 clés, à mon avis, pour vous imposer sur le Tour des Flandres, ou pour essayer en tout cas de faire la moins mauvaise performance possible face au Cador. Cador qui attaque de loin, déjà à plus de 40 km de l'arrivée. Nous ne sommes pas encore dans le final et déjà cela attaque. Alors là, j'utilise la stratégie du laisse réagir les autres. Là, il n'y a même pas débat. On est sur un Tour des Flandres. Il y a suffisamment d'équipes qui ont intérêt à rouler. Dès lors qu'elles ne sont pas représentées dans une tentative d'échapper, on laisse rouler les très fortes équipes, bien plus fortes que nous, qui sont concernées aussi par la victoire ici. Alors là, par contre, dans le vieux Coarmont, donc là, c'est le deuxième passage. C'est l'avant-dernier, si vous préférez. Je choisis quand même de rouler, histoire d'être dans le bon groupe. Et là aussi, pareil, sortie du vieux Coarmont, attaque de Van Aert, juste avant le Paterberg. Donc, à la limite, aussi loin de l'arrivée, une attaque de Wout van Aert n'est pas une mauvaise affaire. Pourquoi? Parce que ça va obliger tous les autres à rouler. Van Aert va se fatiguer. D'ailleurs, en fait, vous avez vu, c'était de courte durée. C'est un petit peu comme si l'IA s'était rendu compte qu'elle allait cramer Van Aert. Non, je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, bon choix que de s'être arrêté et n'avoir surtout pas continué tout seul en s'épuisant. Allez, là on est dans le moment de vérité par contre de la course. C'est le dernier passage au vieux Coarmont avec enchaînement Paterberg. On n'est pas forcément bien situé, faut quand même le dire. Mais regardez, on a les moyens de sortir pas trop mal de ce vieux Coarmont. On est pas mal sorti. Le problème serait plus que Van Der Poel est seul devant, mais de peu. Rien d'irrémédiable. À ce moment-là, honnêtement, rien d'irrémédiable. On a encore 2 coureurs dans ce groupe de favoris. Ah voilà, il n'appuie pas Van Der Poel. Et du coup, ça me donnerait envie de tenter quelque chose avec Gianni Moscon. Regardez, j'ai envie de tenter. Après, emmener Van Aert avec moi, si ce dernier roule énormément, c'est une très bonne chose. Et puis à la limite, il vaut mieux faire 2 que 10e. Donc, pourquoi pas. Je tente quand même une contre-attaque, parce qu'on a quand même du grand Gianni Moscon ce jour-là. Une douzaine de secondes. Van Aert collabore. Ouais. Ça va rentrer, regardez. Hop là. C'est rentré. Contre-attaque d'Asgreen. Très très belle contre-attaque de Kasper Asgreen. Avec réaction immédiate. Moscon
ne peut pas sauter sur tout. Hein. Il faut surtout pas vouloir sauter sur tout ce qui part. Sagan ici semble avoir fait une jolie différence sur cette attaque, mais il reste encore 5 km. 5 km, c'est long. Même si Sagan roule grand train à l'avant, DSM roule derrière, De Koenig Quick-Step, ainsi que Alpecin Phoenix. Donc, à voir. Ça va se jouer au sprint, l'histoire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va se jouer au sprint. Sagan semble en perdition, c'est quand même une remarque intéressante. Mais non, en fait, c'est juste qu'il est en train de récupérer de la barre de manière accélérée. Victoire du Slovaque Peter Sagan. Magnifique, rien à redire. Laporte et Trentin viennent compléter ce podium et nous avons quand même le bonheur de faire top 10 sur celle-là également. Donc campagne de classique qui pour l'instant se passe très très bien pour notre petite Gazprom qui espère devenir grande, notamment par le recrutement de X ou Y. Ça, c'est ce que je verrai et ce que je vous proposerai après avoir un petit peu avancé. Donc quand même joli, hein, ça va. Van Avermaet, Van Aert, Van der Poel, Polit, Stuyven, Asgreen. On est quand même bien entouré. Ça va. Du coup, satisfaction, là encore, du sponsor. On peut viser relativement pas mal d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que qui dit satisfaction du sponsor va dire possibilité de se voir attribuer un budget en hausse. Et qui dit budget en hausse dit potentiellement rameuter un ou deux coureurs qui pourraient nous apporter encore plus dans cette équipe. Donc il y a des possibilités. Après, tout le monde n'est pas non plus en fin de contrat. On ne peut pas prendre qui on veut. Il faudra aussi, je pense, aller aussi beaucoup du côté des Russes. Voilà, ici je voulais juste montrer que Roubaix c'était le 3 octobre, mais je l'ai déjà dit précédemment. Et il y aura à suivre des Ardennaises. On va tenter la victoire d'étape sur le Giro, ainsi que sur le Tour de France. Voilà, je vous dis à très vite pour cette partie un petit peu différente. Bye bye.